prévu. Donc, bonjour à tous. Merci de venir à cette conférence de Benjamin Stora. Je ne sais pas si on présente encore Benjamin Stora, mais en tout cas, c'est quand même un de nos rares historiens du Maghreb contemporain en poste dans une université française. Donc, rien que ça, c'est déjà très important. Je crois que vous êtes 4 au total. Donc, oui, voilà, histoire. Bah oui, mais c'est quand même peut-être pas beaucoup. Benjamin est aussi, au titre des 10 000 choses qu'il fait, il est aussi président de la Cité de l'immigration, où il essaye d'ailleurs, si j'ai bien compris, d'encourager la jeune recherche. Et enfin, moi je le connais aussi à ce titre-là, il a ces derniers temps conduit un gros chantier avec Abdelwahab Meddeb, trop tôt disparu, sur l'histoire des Juifs et des musulmans. C'est une très grosse encyclopédie, mais voilà, je crois que ça les a occupés beaucoup. Et Abdelwahab Meddeb en a vu la publication, mais pas tellement plus que ça. Voilà, et aujourd'hui, Benjamin Stora va vous présenter quelque chose de très personnel, je crois. En tout cas, il va parler de la grande histoire à partir du regard d'un enfant aussi. Et donc, je vous souhaite une excellente conférence et je vous laisse en de très bonnes mains. Merci beaucoup et bonsoir bonjour. Je suis déjà en train de dormir. Et merci d'être venus nombreux cet après-midi par cette canicule. Donc vraiment, je vous remercie d'être là. Alors effectivement, je vais aborder avec vous le sujet de mon tout dernier livre, qui est en fait un livre de souvenirs d'enfance, qui porte pour titre donc Les clés retrouvées, qui est l'histoire de mon enfance à Constantine, entre 1950 et 1962, donc quand j'ai quitté l'Algérie avec mes parents, à l'âge de 12 ans. Alors, la présentation de ce livre que je ferai devant vous aujourd'hui, qui sera assez brève parce qu'on doit libérer la salle à 15h impérativement. Donc, en fait, on ne va pas être très long dans la présentation et j'espère qu'il y aura plus de questionnements, de conversations peut-être, que d'exposés de ce qui se trouve directement d'ailleurs dans l'ouvrage lui-même, qui sera mis en vente au niveau -2 de l'Institut du monde arabe tout de suite après la conférence, bien évidemment, mais je le rappellerai tout à l'heure pour ne pas que nous oublions cette dimension. Alors, l'origine de ce livre, on pourrait évidemment le situer dans un ensemble autobiographique, puisque aux éditions Stock, j'ai déjà publié 2 ouvrages autobiographiques, un qui concerne mes engagements politiques, militants, des années 70, qui porte pour titre La dernière génération d'octobre, et qui était sorti en 2003, et puis un second livre qui porte pour titre Les guerres sans fin, toujours chez Stock, et qui raconte un peu mon parcours intellectuel dans les années 80-90, au niveau universitaire, académique, les recherches, et donc le rapport qu'un historien entretient avec l'histoire du Maghreb, l'histoire de l'Algérie et les rapports, bien sûr, entre la France et l'Algérie. Et donc cet ouvrage pourrait, disons, constituer une sorte de suite, mais en amont, sur l'enfance, donc une sorte de trilogie, donc un 3e ouvrage, lui, qui se situe bien en amont, puisqu'il concernerait l'enfance. En fait, l'origine de ce livre, ce n'est pas simplement une trilogie, c'est fondamentalement lié aussi à une conjoncture particulière. Cette conjoncture particulière, comme on vient de le rappeler à l'instant, c'est le travail que j'avais fait avec Abdelwahab Meddeb sur l'histoire des relations entre juifs et musulmans, qui est un travail considérable qu'on avait mené pendant de nombreuses années, entre 2008 et 2013, 2012-2013, qui était sorti d'ailleurs chez Albin Michel et qui avait remporté un succès considérable, cet ouvrage. Et en travaillant avec Abdelwahab Meddeb, on s'était aperçu, et on l'avait écrit dans notre introduction, on s'était aperçu que nous appartenions à une génération qui avait vécu dans l'univers judéo-musulman, c'est-à-dire qui avait connu cet univers au niveau de la langue, de la sonorité musicale, des traditions culinaires, bien entendu, du rapport à la religion,
du rapport, disons, à la France, l'espace public, la République, la citoyenneté, etc. Et ce monde très particulier, ce monde judéo-musulman, avait disparu. Et on avait insisté dans notre introduction sur le fait qu'étant presque les derniers témoins dans notre génération, bien sûr, puisqu'on avait à peu près le même âge, étant les derniers témoins de ce monde disparu, eh bien, il fallait absolument laisser une trace de cette histoire, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, on a à faire face à des reconstructions, ce qui est assez classique aussi, hein, à des reconstructions qui sont soit celles de la description d'un paradis perdu, idyllique, où tout était parfait, etc., soit, en sens inverse, à une reconstruction mythologique d'une sorte de cohabitation infernale, tragique, difficile, douloureuse, terrible, entre juifs et musulmans pendant des siècles et des siècles, ce qui est un petit peu la tendance d'ailleurs dominante aujourd'hui. C'est-à-dire même à entendre ceux qui sont dans cette stratégie, dans cette dimension, c'est même à ne rien comprendre, puisqu'on se dit, dans le fond, si cette juxtaposition, cohabitation intercommunautaire avait été si affreuse, comment a-t-elle pu se dérouler pendant 14 siècles? Donc déjà, il y avait quand même un aspect de questionnement assez lourd qu'on avait d'ailleurs soulevé dans l'introduction de cette histoire des relations entre juifs et musulmans. Et ce qui s'est passé, c'est, comme il vient d'être rappelé à l'instant, ce qui s'est passé, c'est qu'Abdelwahab est mort subitement, emporté par un cancer en quelques semaines à peine, tout de suite après la publication de cet ouvrage, qui par ailleurs avait été traduit en langue anglaise à Princeton, et donc un ouvrage qui avait connu une répercussion internationale très forte, et aussi bien sûr au Maghreb, puisqu'on avait ensemble fait une sorte de tournée de conférences à Casablanca, à Rabat, on était à Alger aussi, etc., etc. Et ça avait rencontré une audience qui nous avait surpris, puisqu'il y avait énormément de monde qui venait là pour effectivement faire en sorte que cette trace ne s'évanouisse pas, hein, de cet univers, ces demandes, disons, qui étaient adressées par ce public sur place, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc le décès d'Abdelwahab a été pour moi quelque chose de très important, parce que je me suis dit à cette époque-là, à ce moment-là, qu'il fallait que je continue vite cet ouvrage, que je le termine au plus vite, pour garder aussi cette trace de cet univers, disons de ce monde qui a existé, qui est un monde tout à fait réel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et sur lequel, bien sûr, je reviendrai rapidement tout à l'heure. Une deuxième raison dans mon travail historique particulier, c'est que j'ai beaucoup travaillé pendant de très nombreuses années sur l'univers musulman, dans le nationalisme politique, avec notamment, bien sûr, les biographies de Messali, de Ferhat Abbas, les dictionnaires biographiques des militants algériens, que j'ai fait tout au long des années 80, par exemple, ou des années 90. Bref, un travail de réflexion, d'investigation sur ce qu'on pourrait qualifier de monde indigène, c'est-à-dire le monde des autochtones, le monde indigène, etc. Or, dans ce monde dit indigène, il y avait aussi d'autres indigènes, qui étaient tout simplement les juifs du Maghreb, et particulièrement pour cet objet de travail, qui étaient les juifs d'Algérie, tout simplement. Donc, en fait, ce travail sur les juifs d'Algérie, que j'avais commencé avec un autre ouvrage, chez Stock toujours, qui avait pour titre Les Trois Exils, qui était sorti en 2006, eh bien, c'était en fait une suite de réflexion et de travail sur un autre aspect du monde dit indigène. C'est-à-dire que le monde indigène, dans le fond, je ne le quittais pas, c'est-à-dire que je changeais simplement, je tournais simplement le projecteur, mais disons en restant quelque part dans un même univers qui certes s'était différencié profondément, mais qui était et qui appartenait à une sorte de matrice historique, culturelle commune, étalée bien sûr sur des siècles et des siècles, avec comme support essentiel, comme outil essentiel, qui était la langue arabe, hein, qui était quand même quelque chose d'extrêmement important, partagé par les deux communautés dans cet univers. Donc le fait de travailler sur le monde juif en Algérie, c'était aussi quelque part, bien sûr, rester dans cet univers, de poursuivre, disons, cette investigation dans un univers, mais qui allait révéler des aspects qui n'étaient pas les mêmes, bien sûr, que dans le monde, par exemple, du nationalisme politique algérien. Donc voilà deux aspects
qui situe l'origine de ce livre, un aspect momentané, conjoncturel, immédiat, qui est le décès d'Abdelwahab Meddeb, et une sorte, disons, de moment historique dans un travail académique classique, qui est le travail sur cet univers particulier qui est le monde indigène. Ce sont deux aspects importants, avec un troisième aspect sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir dans la discussion, qui est un aspect plus personnel, plus intime, qui est, disons, le retour à l'enfance à travers toute une série d'expériences, de vécus personnels sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir. Alors, les difficultés rencontrées dans l'écriture de cet ouvrage, avant d'aborder les questions intéressantes qui ont pu surgir dans l'écriture elle-même. Les difficultés, c'est bien entendu le fait que lorsqu'on travaille sur une autobiographie, sur des souvenirs personnels, sur des souvenirs proches, c'est naturellement plus facile de travailler par exemple sur des souvenirs de personnes qui ont pu avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., que de la petite enfance, parce que les souvenirs sont beaucoup plus difficiles à approcher, appréhender, capturer. Lorsqu'il s'agit de la petite enfance, c'est quand même très très compliqué. Et là, obligatoirement, bien sûr, il y a, pour m'aider, beaucoup de travail historique général, académique, qui vient sans cesse réveiller le souvenir personnel. Donc cet ouvrage, c'est un mélange, en fait, de souvenirs personnels et de vieux travail d'historien. C'était un vieux travail d'historien, puisque j'ai commencé à travailler quand même sur l'histoire de l'Algérie contemporaine, pratiquement dans les années 73-75, donc ça fait 40 ans maintenant, hein. Ça commence à devenir un peu long d'ailleurs. 40 ans d'exploration, de lecture, d'ouvrages, d'archives, de rencontres, hein, évidemment, de voyages, etc. Donc il y a à travers tout ce savoir accumulé la possibilité aussi de l'utiliser, de l'instrumentaliser pour ses propres souvenirs, en particulier pour les souvenirs d'enfance qui ne sont pas, disons, simples, hein, à cerner, à appréhender. Donc c'est un croisement en fait entre tout ce savoir accumulé et des souvenirs personnels, et c'est grâce à ce savoir accumulé que mes souvenirs personnels ont pu se réveiller. Ça c'est important. La deuxième difficulté, lorsqu'il s'agit, à mon avis, d'un livre d'enfance, je vous raconte mes propres difficultés, parce qu'il y a beaucoup d'autres ouvrages, hein, de livres d'enfance, de souvenirs, c'est le découpage chronologique, c'est-à-dire la suite chronologique, parce que j'ai beaucoup réfléchi sur quel type de découpage faire. Fallait-il suivre, vous savez, le découpage classique, hein, de 0 à 12 ans, hein, donc 1954, 56, 58, 62, et puis fin de l'histoire. Et en fait, je me suis aperçu que dans le cadre de la toute petite enfance, ce découpage n'était pas du tout pertinent, parce que, bien entendu, on ne peut absolument pas se souvenir de choses qui se sont produites quand on avait 3 ans ou 4 ans, et on se souvient beaucoup mieux de ce qui s'est passé lorsqu'on avait 8 ans, 10 ans, et bien sûr 12 ans. C'est pas du tout la même chose. Donc le découpage que j'ai adopté pour cet ouvrage, il a plus à voir avec un découpage de type thématique, au sens classique du terme, qu'un découpage strictement chronologique. C'est-à-dire le découpage thématique, dans le fond, c'était les grandes questions que je me suis toujours posées plus tard, y compris en travaillant sur l'histoire de l'Algérie. Ces grandes questions, c'était le rapport à la France, à l'acculturation et à ce qu'on appelle l'assimilation, hein, la question de l'assimilation et de l'acculturation. Ça, c'est une question très importante qui fait l'objet, par conséquent, d'une sorte de chapitre, hein, qui existe dans ce livre. Il y a aussi le rapport à l'origine, à l'Orient, au nom, à mon nom propre, à moi. Je veux dire, bon, c'était une question difficile sur mes deux noms, bien sûr, paternel et maternel, puisque mon nom Stora est connu, mais le nom de ma mère est Zawi. Hein, c'est une autre histoire que l'histoire des Stora. Donc il y avait par conséquent aussi une interrogation sur, disons, le rapport à l'Orient, au sens large. J'emploie le mot Orient volontairement pour éviter, disons, de rester étroitement enfermé, soit dans l'histoire simplement algérienne ou maghrébine, mais de manière beaucoup plus large, disons, une histoire du Sud, de l'Orient, hein, au sens large. Donc il y avait par conséquent aussi une interrogation sur cette question difficile et compliquée que les Juifs d'Algérie, et de Constantine en particulier, pouvaient avoir
sur l'Orient, c'est-à-dire ce processus, dans le fond, d'occidentalisation, mais en vivant en Orient. C'est-à-dire c'était cette complication qui a toujours été très compliquée à décrire, à analyser, c'est-à-dire cette marche vers l'Occident tout en restant en Orient. Et cela pendant plus d'un siècle, depuis pratiquement l'arrivée des Français en Algérie, avant même le décret Crémieux d'ailleurs. C'est cette marche, disons, ce regard porté sur l'Occident qui a commencé, disons, depuis très longtemps, mais qui ne signifiait pas un départ vers l'Occident. Sur le plan physique, je parle, sur le plan, par exemple, de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la migration, une circulation ou un déplacement. Il n'y a pas eu cette circulation, cette migration, ce déplacement. Dans le fond, l'occidentalisation s'est accomplie en restant en Orient, en restant sur place. Donc c'est un processus très complexe, moi qui m'a bien sûr fortement intéressé et sur lequel, si on a le temps, on reviendra. Donc voilà un deuxième grand point, disons, d'interrogation. Et puis un troisième point, bien sûr, d'interrogation en rapport avec une expérience personnelle, c'est le rapport à la guerre d'Algérie, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance algérienne, et donc la position qu'avait pu occuper sur le plan politique et culturel la communauté juive d'Algérie et principalement de cette ville de Constantine par rapport à ce qu'on appelle les événements d'Algérie. Donc voilà trois points, trois têtes de chapitre en fait, qui ponctuent, avec naturellement un point qui ouvre l'ouvrage et qui est consacré tout simplement à la ville elle-même, c'est-à-dire la ville de Constantine, qui est un personnage du livre, qui est un acteur de ce livre en tant que tel, puisque, comme le précise le titre, il s'agit d'une enfance juive, mais à Constantine. C'est très précis, et non pas à Alger, à Oran ou en Algérie, disons, au sens large, mais à Constantine. Donc la ville même de Constantine est en soi un personnage du livre. C'est un acteur de cet ouvrage, et j'ai bien insisté tout au long de l'écriture de ce livre sur la singularité de cette ville, sur son originalité, et qui va façonner aussi, bien sûr, l'originalité de cette communauté juive très particulière dans ses rapports avec le monde musulman, dans ses rapports avec le monde européen, dans ses rapports avec la France, etc. Alors, ce cas de très particulier, cette ville, alors il y a beaucoup de choses très particulières, mais je dirais simplement, pour démarrer au niveau de ces trois points, ces quatre points, je dirais que la ville de Constantine, c'est une ville très particulière dans l'histoire algérienne, puisqu'elle a été occupée par la France très tardivement, en 1837, à la différence d'autres grandes villes algériennes, donc une occupation tardive, mais aussi, bien sûr, le fait que les Européens, comme on dit, étaient bien moins nombreux dans l'Est algérien que, par exemple, dans l'Ouest algérien ou dans la ville d'Alger, par exemple. C'est-à-dire que le monde indigène, dans la ville de Constantine, était quand même un monde de l'entre-soi, bien sûr, majoritaire par rapport à l'univers européen. Donc, ce qui signifie, bien sûr, que la préservation de traditions linguistiques, de traditions religieuses, de traditions communautaires, etc., est bien plus importante parce que la pénétration européenne, disons, et occidentale au sens large, n'a pas connu la même ampleur que dans des villes comme Alger ou comme Oran. Ça, c'est très important, bien sûr. Mais aussi, il y a la particularité de cette ville, pour aller très vite, dans la mesure où c'est une ville de l'intérieur, ce n'est pas une ville maritime, ce n'est pas une ville ouverte sur la Méditerranée, bien sûr, c'est une ville de l'intérieur du pays, adossée aux Aurès, bien sûr, non loin, et qui, disons, vit sur un rocher à 600 mètres d'altitude. Donc il y a ce côté, disons, d'une ville suspendue, c'est-à-dire d'une ville un peu mystérieuse, suspendue, où l'entre-soi, naturellement, est beaucoup plus facile, disons, à entretenir, dans la mesure où c'est une ville repliée, refermée, qui vit sur elle-même derrière ses gorges, des gorges vertigineuses qui sont les gorges du Rumel. Alors, naturellement, cette posture géographique a été abondamment décrite, commentée par toute une série d'écrivains, de peintres, disons, venant de France, d'ailleurs, je le cite tout à fait en introduction de l'ouvrage, mais les citations de Flaubert, de Maupassant, etc. Enfin, il y a toute une littérature de type orientaliste classique qui s'est beaucoup intéressée à la ville de Constantine, qui présentait ce paysage absolument vertigineux et totalement original. Donc il y a quand même
une particularité à vivre dans cette ville, très, j'allais dire très secrète, très repliée, très enfermée sur elle-même, et qui s'est encore plus, dans le fond, refermée sur elle-même dans la guerre elle-même, dans la guerre d'Algérie elle-même. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'aspect géographique, classique, mais il y a aussi l'histoire traditionnelle. Alors, une fois qu'on dit cela, bien sûr, ça ne veut pas dire que cette ville échappait à la modernité, au sens culturel, politique, etc. Parce qu'en travaillant précisément sur cette histoire de cette ville, et je ne suis pas le seul à l'avoir fait, bien sûr, il y a d'autres chercheurs, mais en travaillant plus particulièrement sur les itinéraires singuliers, dont en particulier celui de mon père, je me suis aperçu que les influences occidentales, républicaines, socialistes, communistes, etc., étaient très importantes dans la ville de Constantine, et y compris les influences de type religieuse. C'est-à-dire que dans les deux principales communautés, musulmanes et juives, il y avait bien sûr des grands réformateurs, des penseurs, des théologiens, des rabbins, disons qui étaient, j'en cite quelques-uns dans l'ouvrage, qui étaient très importants dans la ville de Constantine. Bien sûr, le plus célèbre du point de vue de l'univers musulman, c'est Abdelhamid Ben Badis, bien sûr, le fondateur du mouvement des Oulémas en Algérie. Il y a dans une tradition rabbinique aussi extrêmement forte dans la ville de Constantine, avec un certain nombre de rabbins devenus des saints, dont les dépouilles ont été d'ailleurs transférées en Israël, d'ailleurs, pour certains d'entre eux, par attachement, disons, de type religieux qu'exerçait cette communauté. Et d'ailleurs, quand on va dans le grand cimetière juif de Constantine, comme je l'ai fait moi-même il y a 15 jours, on voit, disons, un immense cimetière, toujours très impressionnant de le voir, avec énormément d'hommages rendus naturellement aux saints locaux, c'est-à-dire de personnages, disons, qui incarnaient une tradition religieuse mystique, disons, traditionnelle. Donc il y a à la fois une influence classique religieuse, sous la forme de réformes, disons, et de réflexions religieuses, mais il y a également ceux qui, appartenant à cette ville, sont devenus des écrivains, des militants politiques bien connus. Alors on pourrait citer bien sûr Kateb Yassine, qui est bien sûr de cette région, de cette ville, de ce coin, bien sûr, mais également des militants comme Sportis, le peintre Atlan, et qui était un ami personnel de mon père et qui, disons, était lui-même extrêmement engagé politiquement. Alors je vous dis cela parce que mon père est mort en 1985, et lorsque sont sortis les mémoires de Maurice Nadeau en 1990, Maurice Nadeau est un grand éditeur français, très engagé, disons, dans le mouvement trotskiste des années 30, auprès de Léon Trotsky lui-même. Maurice Nadeau dit dans ses mémoires qu'il avait recruté Atlan dans les rangs trotskistes à l'époque, en 1934, puisqu'Atlan avait accompagné lui-même Trotsky lorsqu'il était arrivé en France, et que Atlan avait recruté des trotskistes à Constantine. Bon. Et tout d'un coup, l'évocation de ce fait m'a renvoyé à une sorte de confession que m'avait fait mon père avant de mourir, et qui était de me dire, mais tu sais, tu n'as pas été le seul à t'être engagé politiquement après 68, parce que moi-même, j'étais très engagé comme toi, dans le même type. Alors moi, je ne l'ai pas cru, évidemment. J'ai dit, mais non, il doit délirer, je ne sais pas quoi, parce que pour moi, l'appartenance à cette histoire de Constantine signifiait une espèce d'appartenance à une sorte d'archaïsme ancien, disons de type religieux, etc. Et en fait, pas du tout, c'était donc réel, c'était quelque chose de vrai. Il y avait des militants d'extrême gauche, de gauche bien sûr, socialistes, communistes, etc., dans le monde juif bien sûr traditionnel. Je pense aux militants comme les Sportistes par exemple, qui étaient originaires de Constantine, qui appartenaient à cet univers. Et puis il y avait, disons, dans ce monde, disons, très particulier, y compris des instituteurs musulmans, y compris des militants nationalistes. Enfin bon, j'ai pas le temps de détailler tout cela. Donc il y avait une effervescence politique qui signifiait, qui signalait, qui signait une entrée en modernité, en fait, dans une effervescence politique à l'intérieur de cette ville, qui n'était pas donc si refermée que ça sur elle-même, contrairement, disons, à ce qu'on pourrait croire. Mais en face de ce monde indigène, entre guillemets, en effervescence, il y avait le monde européen aussi à Constantine. Un monde européen dans les années 30, très, très engagé politiquement, très à droite politiquement, avec un maire qui s'appelait Morino, Émile Morino, qui avait une particularité, Émile Morino, c'est qu'il avait un journal régulier, qui
dans les années 30, dans les années 20, les années 30, à Constantine. C'était le journal de la mairie, le journal du maire. C'était le maire le plus célèbre de la ville de Constantine. Et ce journal avait un titre très particulier, très simple, c'était l'anti-juif. Donc au moins c'était très clair, c'était très évident, disons, dans les positionnements, je veux dire, idéologiques du maire, donc qui a fait campagne pendant très longtemps pour l'abrogation du décret Crémieux. Parce qu'il est évident que pour les Européens, le décret Crémieux qui avait été promulgué en 1870 était un danger qu'il fallait absolument abroger parce qu'il permettait de donner la citoyenneté française à une catégorie d'indigènes qui risquait de s'étendre aux autres indigènes, c'est-à-dire les musulmans. Donc il y avait derrière, disons, la possibilité pour les Juifs d'Algérie de devenir français, comme le disait Morino, le péril arabe, qui était beaucoup plus grave, bien sûr, et qui aurait pu, disons, mettre en danger la présence coloniale française, bien sûr. Donc il y avait par conséquent une grande effervescence politique dans cet univers, des affrontements, des batailles. J'insiste sur cet aspect parce que très souvent, disons, on a peut-être trop tendance à associer la ville de Constantine ou le Constantinois au sens large à des formes de repli communautaire, anciens, non touchés par la modernité politique ou autre, ce qui était naturellement pas du tout le cas. Alors maintenant, sur les différents points que j'ai abordés dans cet ouvrage, en fonction et en rapport avec des souvenirs personnels, il y a la grande question de l'acculturation et de l'assimilation. Parce que, pour ce qui me concerne directement, je le dis, je l'explique dans cet ouvrage, moi j'ai appris, disons, à lire d'abord à l'âge de 4 ans, en apprenant des lettres d'hébreu. C'est par l'hébreu que j'ai commencé à savoir lire, sans comprendre d'ailleurs ce que je lisais. Bon, c'est un paradoxe, c'est-à-dire par association des mots en hébreu qui donc signifiaient la possibilité de la récitation de la prière par cœur. C'était disons, une récitation, en fait, sans comprendre, disons, ce que je lisais moi-même en hébreu. Bon. J'ai appris plus tard, bien sûr, qu'on pratiquait presque la même chose dans les écoles coraniques. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas tout, mais enfin, on récitait beaucoup, sur des méthodes pédagogiques qui étaient à l'époque, dans les années 50, à peu près voisines, c'est-à-dire assez, comment dirais-je, viriles, par rapport aux enfants. Donc c'était quand même, on était très loin des méthodes de pédagogie active moderne, préconisées aujourd'hui par exemple par l'éducation nationale. Donc là c'était beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus direct, beaucoup plus physique dans les modes de transmission des connaissances. Fermons cette parenthèse personnelle que j'évoque aussi bien sûr dans mon ouvrage. Et donc l'apprentissage des lettres par l'hébreu, la pratique de la langue arabe avec ma mère et ma grand-mère quand j'étais enfant bien sûr, et ensuite l'école républicaine, l'école française, qui va arriver bien sûr comme tradition pour tout le monde vers l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans, etc. Et la grande question, c'est la relégation ou même l'effacement des deux langues antérieures au profit d'une seule langue, qui est la langue française. C'est-à-dire qu'on a, y compris pour ma génération, c'est-à-dire celle des années 50, l'effacement, disons, très fort de ces deux langues considérées, disons, de manière importante, mais uniquement dans la sphère privée, que ce soit sur le plan religieux ou sur le plan familial. C'était par conséquent des langues qui ne pouvaient pas servir dans l'espace public. C'est-à-dire que la langue principale qui permettait l'ascension sociale, bien sûr, et qui était la langue du pouvoir, fondamentalement, c'est le français. Alors naturellement, l'apprentissage, la connaissance de cette langue française, d'abord par l'école primaire, puis ensuite par le lycée, puisque moi je suis allé jusqu'au lycée d'Aumale à Constantine, était tout à fait indispensable. C'est-à-dire que c'était la possibilité quasi certaine, non seulement de trouver du travail, mais aussi d'avoir une ascension sociale par rapport au milieu d'origine. Et donc cette question, à mon avis, de l'assimilation culturelle très forte, qui va toucher de plein fouet, disons, la communauté juive, depuis les années 1850-1870 jusqu'aux années 1950-60, c'est le fait que la présence française est en Algérie établie depuis près d'un siècle. Donc 100 ans de présence française, bien entendu, eh bien, obligatoirement provoque des phénomènes dits d'acculturation, disons, cette sorte de mixte complexe
de tentative de préservation d'origine, bien sûr, de langue ou d'Orient, mais qui progressivement, surtout au fur et à mesure du passage des générations, fait que l'abandon du costume traditionnel, la relégation de la religion uniquement dans la sphère privée et surtout pas dans la sphère publique, encore que dans la ville de Constantine, par exemple dans la communauté juive, moi j'ai le souvenir étant enfant de pratiques religieuses dans la rue. C'était de fêtes religieuses qui n'étaient pas faites uniquement dans l'enceinte de la synagogue, mais qui se faisaient dans la rue. J'ai ce souvenir-là étant enfant, puisqu'il y a des fêtes religieuses chez les Juifs, dont une en particulier qui est la fête des rouleaux, et qui se faisait par procession dans la rue. Donc les gens sortaient de la synagogue et priaient et chantaient dans la rue. Donc vous voyez les histoires de frontières privées, publiques, laïques, enfin vous voyez toutes ces discussions, c'est pas tout à fait si simple et si évident que ça, fermons la parenthèse. Donc on a par conséquent une situation où lorsque arrive la guerre d'Algérie, puisque moi je vais grandir dans cette période des années 55-60, la question de l'appartenance à la France et donc de l'utilisation de la langue française comme langue, j'allais presque dire exclusive, c'est littéralement imposé dans la communauté juive, y compris dans une ville extrêmement traditionnaliste comme la ville de Constantine. Alors c'est une ville bien sûr très traditionnaliste puisqu'il y a la pratique de la musique, des orchestres, naturellement, ça c'est une dimension très très importante de cette ville qui est bien sûr, et tout se fait en langue arabe, bien entendu, c'est la langue principale, c'est l'outil principal, notamment au niveau de l'expression artistique, qui est considérée comme la langue de l'émotion, de l'amour, etc., etc. Bon, la poésie, bien entendu. Mais le français, c'est la langue du pouvoir, c'est la langue qui permet d'exister dans l'espace public et de se faire reconnaître sur le plan social dans l'espace public. Alors ce phénomène d'acculturation, bien sûr, a été beaucoup étudié pour ce qui concerne la communauté juive en rapport avec l'obtention de la citoyenneté par le décret Crémieux qui les sépare, bien sûr, de la communauté musulmane. Tout ça a déjà été beaucoup analysé, le fameux décret Crémieux, etc., qui sépare avec la possibilité pour les uns d'accéder à la fonction publique, alors que les autres, disons, ne peuvent pas, même s'ils ont un certain rang de fortune sociale, ne peuvent pas y accéder. Donc cette séparation, naturellement, cette inégalité, disons, juridique, va peser très lourd aussi, bien sûr, dans l'accélération, disons, des phénomènes d'assimilation culturelle et politique, bien sûr, ce qui ne sera pas le cas, bien entendu, et beaucoup moins le cas de l'autre côté. Mais, ceci dit, on aurait tort de sous-estimer le phénomène d'assimilation, acculturation, enfin qu'importe le mot, qui va frapper aussi la communauté musulmane. Parce qu'on a beaucoup parlé de la communauté juive, sur le phénomène de l'assimilation culturelle, etc., mais la communauté musulmane, au niveau de ses élites en particulier, elle aussi est frappée par ce mouvement colonial, enfin au sens large. Elle aussi est touchée, bien sûr. Alors évidemment, dans les reconstructions historiographiques nationalistes, le phénomène de l'assimilation culturelle à la France, provoqué par le système colonial depuis 130 ans, ce qui n'est pas n'importe quoi quand même, 130 ans c'est beaucoup en termes de temps, de durée, bien, va toucher également les élites culturelles, politiques, musulmanes. Bon, je ne vais pas ici, je ne peux pas tout développer, et puis le temps, je vois, parce que je regarde la montre, toujours, parce qu'il faut partir à 3 heures. Et comme je suis au premier point d'explication, donc il faut que j'accélère, je vais être obligé de ne pas parler des exemples, Ferhat Abbas, le docteur Bedjeloul, tout ça, je passe. Le second point très important, donc pour aller vite, c'est, disons, ce problème de la préservation des origines. C'est-à-dire, dans le fond, quelle est la part d'Orient qui reste dans ce processus d'occidentalisation? Qu'est-ce qui reste, disons, qu'est-ce qui peut rester dans ce mouvement, disons, qui voit l'émergence d'élites culturelles avec comme langue principale, voire exclusive, la langue française, etc. Cette question-là est une question très importante parce qu'on le voit aujourd'hui, les Juifs d'Algérie qui, après 62, ont cru appartenir à ce monde européen, cet univers européen, se sont aperçus progressivement, avec le passage des générations notamment, qu'ils n'étaient pas totalement appartenants à ce monde européen. Ils avaient aussi, bien sûr, une appartenance à l'Orient. Ils avaient cette appartenance au sens large, disons, à l'Afrique du Nord, au Maghreb, etc. Et donc la décantation, disons, mémorielle,
culturelle a commencé à s'opérer, y compris à travers les jeunes générations qui interpellent leurs parents ou grands-parents qui ne se réfèrent pas de manière exclusive au monde occidental. Donc il y a quand même une recherche en origine qui est extrêmement importante. Et cette recherche que j'ai faite sur mon nom, par exemple, de Stora, est intéressante, par exemple, sur la façon de se situer par rapport à l'Occident et l'Orient. Parce que dans les recherches que j'ai pu faire sur mon propre nom, pendant très longtemps, j'ai cru, par le récit familial bien entendu, qu'il y avait une filiation de ce nom avec l'histoire arabo-andalouse. Beaucoup de Juifs d'Algérie, dans la reconstruction familiale, dans le récit familial, je pense que ça intéresse aussi la communauté musulmane, a reconstruit, disons, une filiation qui est espagnole, andalouse. C'est une reconstruction andalouse. Et quand vous écoutez beaucoup de familles juives d'Algérie, même du Maroc d'ailleurs, ou d'autres, eh bien, beaucoup, à les écouter, viennent de l'Andalousie. Alors ça fait, naturellement, c'est beaucoup plus intéressant sur le plan culturel, j'allais presque dire aristocratique, de descendre, de venir, d'appartenir, disons, à ce type de filiation, que de descendre des Berbères, c'est-à-dire de ceux qui sont dans les montagnes, qui étaient là depuis 2000 ans, etc., etc. Et donc, la filiation, disons, arabo-andalouse, par le récit familial, confortée aussi par le nom de ma mère, qui est Zawi. Zawi, c'est donc naturellement très simple, je veux dire, la filiation est évidente, et on trouve bien sûr des musulmans Zawi, des juifs Zawi, donc la filiation avait l'air évidente. Elle avait l'air évidente aussi pour ce qui concernait les Stora, et en fait, non. En fait, il s'agissait, disons, d'une reconstruction qui visait à se relier plus à un monde, disons, andalou, traditionnel, culturellement plus élevé, plus important, bien sûr, de savants, de poètes, de philosophes. Vous connaissez toute la mythologie autour de l'Andalousie, bien entendu, mais qui se rattachait aussi à une version plus sophistiquée, plus secrète, plus clandestine, à un monde tout simplement méditerranéen européen. C'est-à-dire que, dans le fond, la filiation par l'intermédiaire de l'Espagne, c'était de ne pas se rattacher à l'Orient, mais de se rattacher à l'Europe, quelque part. Et n'oublions pas que les théoriciens, par exemple, de la droite française du XIXe siècle, avaient notamment mis en valeur le fait que, dans le fond, ce territoire d'Afrique du Nord avait une histoire romaine, une histoire européenne. Et donc, il y avait par conséquent cette espèce de filiation romaine d'Italie, ou cette filiation espagnole qui permettait de quelque part de justifier une présence française dans l'histoire récente. Et donc il y avait cette espèce de double filiation espagnole qu'on pouvait lire de deux côtés, c'est-à-dire sous la forme arabo-andalouse, mais sous la forme française européenne. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'ambivalence. Mais ce qui était mis de côté de toute manière, c'était la possibilité d'une appartenance tout simplement berbère, donc d'origine berbère, arabisée, bien entendu, et voire islamisée, à partir du 7e, 8e siècle, et qui avait provoqué une sorte de syncrétisme complexe entre judaïsme et islam. Donc c'est à peu près cela que j'ai essayé aussi d'expliquer, de dire, de raconter dans cet ouvrage d'enfance. Et enfin, un troisième point, et je terminerai là-dessus, s'il y a des questions, une sorte de conversation qu'on peut avoir rapidement entre nous, c'est naturellement la guerre elle-même, parce que dans cette histoire d'enfance, dans ce livre, Les clés retrouvées, il y a un bruit de fond en permanence. C'est derrière la musique, derrière la famille, derrière la tradition, derrière les promenades, etc. Il y a bien sûr les bruits de fond qui sont ceux de l'insécurité, bien sûr, de la violence, et donc de ce qu'on appellera tout simplement la guerre, et donc la peur de perdre ses parents, de sortir dans la rue, etc., etc. Et derrière, naturellement, ces bruits de la guerre, ces bruits de fond de la guerre, il y a la grande question, sans cesse, qui apparaît et qui va se dénouer, bien sûr, à la fin, qui est le fait de rester ou de partir. C'est la grande question qui traverse, bien sûr, la communauté juive d'Algérie pendant la durée de cette guerre. Alors, sur cette question-là, qui est difficile, bien sûr, la plupart, l'immense majorité de ceux qui étaient dans cette histoire vieille de plusieurs siècles n'avaient pas décidé de partir dès le début de la guerre d'Algérie, pas du tout. Ils pensaient peut-être que les choses allaient se régler par la recherche d'une solution politique négociée, par le fait que tout le monde pouvait continuer à vivre ensemble dans une Algérie française égalitaire. Vous voyez, c'est
expression compliquée, hein, qui ne dit pas forcément l'indépendance, mais qui donne plus d'égalité politique, etc., etc. Et donc, par conséquent, jusqu'à l'année 60, pour aller vite, donc y compris pendant une grande partie de ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, il n'y a pas de volonté, disons, de départ, d'exil, etc. Ça n'existe pas. Les choses vont se précipiter d'un coup lorsqu'à partir de 59-60, comme vous le savez, le général de Gaulle fait ce fameux discours où il avance vers l'autodétermination. Et à ce moment-là, l'entre-deux, l'ambiguïté, etc., n'est plus de mise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut choisir. Soit une appartenance à la nation française, soit à l'appartenance à une nation algérienne qui est en voie de constitution, d'existence, hein, tout simplement. Et là, dans le fond, cette histoire d'entre-deux possibles va s'évanouir, hein, va disparaître. Et l'immense majorité des Juifs d'Algérie, qui étaient français, en fait, depuis un siècle, hein, encore une fois, malgré l'épisode de Vichy, hein, qui va durer 3 ans d'abrogation du décret Crémieux, eh bien, l'immense majorité vont choisir la France, d'abord parce qu'ils étaient juridiquement français, parce que l'assimilation culturelle avait fait son œuvre depuis un siècle, c'était évident, et puis parce que beaucoup d'entre eux étaient devenus des fonctionnaires. C'est-à-dire, et ça c'est une dimension qu'il ne faut absolument pas négliger, des fonctionnaires donc qui suivent leur administration. Hein, je veux dire, lorsque se dessine la possibilité du départ, disons, de l'administration française, hein, à partir de 1961-62, beaucoup de ceux qui sont des infirmiers, des instituteurs, des postiers, des policiers, ça c'est la fonction publique. Hein. Ils ne sont plus, comme auparavant par exemple, simplement des commerçants ou des artisans. Bien sûr, certains le sont toujours, mais de plus en plus, parmi eux sont des fonctionnaires. Pas des hauts fonctionnaires, hein, qui font des notes de taxi à 42 000 euros. Non, pas du tout. Des petits fonctionnaires, c'est-à-dire des instituteurs, hein, fondamentalement, etc. Et donc, la dimension sociale dans le départ et le suivi vers la France est une dimension qu'on n'a peut-être pas aussi suffisamment explorée. Puis il y a aussi une autre dimension, c'est que dans la communauté juive à cette époque-là, dans toutes les villes, etc., il y a eu l'année 56. Et l'année 56, c'est la guerre de Suez, hein, le canal de Suez, etc., avec la question du nationalisme arabe et les prises de position politiques de Nasser, hein, sur la révolution algérienne. Or, dans le fond, il y avait dans ces années-là, dans ces années 55-60, un pays en guerre qui était l'Algérie, c'est-à-dire au niveau de la sécurité, du terrorisme, de ce qu'on voudra, je ne sais pas comment on appelle tout ça, mais il y avait aussi ce qui se passait dans le conflit israélo-arabe, comme on disait à l'époque, parce qu'on ne disait pas encore à l'époque le conflit israélo-palestinien, c'est le conflit israélo-arabe. Or, pour une grande majorité de Juifs d'Algérie, s'est posé une question très simple, je dis bien d'Algérie, ce qui n'est pas le cas du Maroc ou de la Tunisie, c'était de dire dans le fond, nous avons vécu une situation de précarité et de guerre, est-ce qu'on va avoir le courage de continuer dans une situation de guerre? Parce que ça, je l'ai entendu étant enfant. Parce que dans le fond, on sortait d'une guerre en allant vers la métropole, c'est-à-dire vers la paix, en fait, fondamentalement. Est-ce qu'on aura la force ou le courage de poursuivre quelque part une guerre pour aller en Israël, en fait, fondamentalement? Et cette discussion, elle a été tranchée par le fait qu'il y avait aussi une volonté, disons, d'en finir, hein, et de sortir tout simplement du conflit, hein, et de la peur, et donc à partir de là, eh bien, de se diriger bien plus vers la France que vers Israël, ce qui n'a pas été le cas, comme on le sait par exemple pour les Juifs marocains. Hein, je parle des années 50 bien évidemment, ou des Juifs tunisiens, mais ce qui n'a pas du tout été le cas des Juifs d'Algérie, qui eux se sont dirigés en masse, hein, vers la France à partir de 1962, 63, etc., etc. Donc voilà quelques-unes disons des interprétations qu'on peut avoir. Ce sont des interprétations bien sûr à la lumière de mon parcours personnel, d'enfance, de conversation aussi que j'ai pu écouter dans le cercle familial étroit ou le cercle beaucoup plus large, parce que le cercle familial était très large, puisque moi du côté de ma mère ils étaient 7 enfants et du côté de mon père il était 8 enfants, donc j'avais 15 oncles et tantes, donc ça veut dire 49 cousins germains, donc c'était quand même assez large, qui tout ce monde habitait, j'en ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais tout ce petit monde habitait ensemble, hein, je veux dire dans les appartements, dans les maisons, où tout ça et tout circulait dans un entre-soi, mais qui était un entre-soi très large, avec beaucoup de monde, hein, au niveau des fêtes religieuses, au niveau des mariages, des circoncisions,
des fêtes musicales, etc., etc. Ça faisait du monde, hein, je veux dire. Tout ça pour dire et terminer que lorsqu'arrive naturellement l'arrivée en France, tout ce monde éclate complètement. Il y a une sorte de dispersion totale, complète, et tout ce qui apparaissait comme étant une espèce de convivialité large, où les portes étaient ouvertes pour tout le monde, pour les enfants, etc., tout ça va disparaître, et tous ces gens vont se retrouver propulsés dans un univers terriblement individualiste, avec des familles très réduites, des voisins qu'on ne connaît pas, et des univers qui vont se refermer sur eux et les plonger dans la solitude complète. Et c'est aussi ça, bien sûr, la fin de cette histoire, qui a été aussi un exil très difficile, hein, très douloureux, dans les années 60-70, bien entendu, et je termine le livre sur ces aspects-là. Voilà, si vous avez des questions, à vous la parole. Parce qu'il n'y a personne avec moi, il faut que je fasse l'animateur aussi. Là, il y a un exode des Juifs assez massif. Mais c'était des Juifs, ils étaient propriétaires terriens, ce qui est rare, et viticulteurs, par exemple, notaires, des choses comme ça. Ils sont partis, hop, direction Aix-en-Provence, parce qu'ils venaient prendre femme chez les Juifs du pape, d'accord ? Voilà. Moi, ma famille, j'ai jamais su exactement, personne n'en parle. Parce qu'ils sont partis trop tôt, je crois. Voilà, c'est tout. Oui, tout à fait. Mais c'est le cas d'une partie de ma famille. Parce qu'il y a une partie de la famille des Stora qui ont quitté la France, effectivement, dans ces années-là, dans les années 1800, au moment de l'affaire Dreyfus. Ah oui. Et malheureusement pour eux, une grande partie de cette famille qui avait quitté l'Algérie dans les années 1890-1900, dont certains sont devenus des collectionneurs d'art, puisque Renoir a peint une Madame Stora, exposés à San Francisco, et bien malheureusement pour eux, ils ont été déportés en 1940-42, et Charlotte Delbo en parle dans son livre, des Stora déportés avec elle dans le même wagon. Donc eux, ils sont partis à Auschwitz. Donc il valait mieux rester... Eh ben oui, ben oui. Vous nous disiez que la ville de Constantine n'avait été conquise par les Français qu'en 1837. Qu'est-ce qui a fait la résistance de la ville de Constantine en dehors de l'éperon rocheux? Est-ce que Abdelkader a joué un rôle? Non. Non, Abdelkader, c'est de l'autre côté de l'Algérie, hein, c'est l'ouest algérien, ce qui fait la grande fierté, hein, des gens de l'ouest algérien. Non, il y a une influence d'Abdelkader, bien sûr, hein, une influence culturelle, religieuse, puisque son geste a traversé naturellement tout le territoire. Mais en fait, c'est le bey de Constantine, hein, qui a résisté à la présence française, qui était le représentant des Ottomans. C'est les Turcs, hein, qui ont fait le coup de feu, hein, sur cette ville de Constantine, avec une résistance farouche, disons, de la population indigène, locale, qui retranchait derrière les murs, derrière les gorges, en fait, hein, qui protégeait. C'est un site naturel, hein, qui était très très difficile à prendre, et il a fallu que les Français fassent ce qu'on appelle une brèche à l'intérieur de ce dispositif très compliqué, d'où l'importance de la place de la brèche à Constantine, parce que c'est par là, disons, que les troupes françaises ensuite ont pu rentrer après un siège, après 2 sièges. Il y a eu 2 sièges de la ville, donc il a été très très long, qui a duré pratiquement 1 année. Il fallait prendre cette ville parce que c'était le verrou essentiel qui permettait ensuite à la France de pouvoir s'enfoncer, notamment en direction des Aurès et en direction de la Tunisie, etc. Donc la prise de Constantine était devenue une nécessité militaire et politique vitale, hein, pour la France de cette époque-là. Et si vous voulez en savoir plus sur la prise de Constantine et la terrible prise de Constantine qui a été absolument incroyable, je vous conseille de lire le livre de François Maspero qui s'appelle Saint-Arnaud, hein, qui est paru aux éditions Plomb en 1994, où Saint-Arnaud, à travers sa correspondance, donc il s'agit vraiment de la correspondance de Saint-Arnaud, qui est un officier français,
raconte la prise de Constantine. Et là, vous allez voir que ça a été absolument terrifiant, épouvantable. Je dois vous remercier. Je trouvais tout ce que vous avez dit excessivement intéressant. Si je me permets de faire quelques parallèles avec l'histoire des Juifs en Égypte, qui est évidemment très différente. Les gens qui se sont exprimés, il y a eu récemment, par exemple, 2 ou 3 films sur les derniers Juifs en Égypte, qui sont apparus l'année passée et l'année avant. Mais ils sont faits par des Égyptiens, pas par des Juifs. Je sais qu'il y a eu aussi il y a eu des livres écrits par, je ne me souviens pas du nom, mais une dame aux États-Unis peut-être, ça s'appelait Sharkskin, je ne sais plus quoi. Le point que vous avez mentionné sur le fait que vous vous sentez la dernière génération judéo-arabe ou judéo-islamique, je me demande si on peut dire la même chose pour l'Égypte. Oui, parce que il y a eu une grande immigration des Juifs à la fin du 19e. Et les Juifs qui sont arrivés tardivement étaient déjà intégrés ou se sont très vite intégrés à la communauté européenne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de ça. Alors, d'abord sur les auteurs qui sont juifs d'Égypte qui ont écrit, bon, il y a quand même 2 noms importants. C'est Paula Jacques, qui a écrit des romans. Paula Jacques, c'est une femme qui a écrit des romans qui sont sortis récemment sur les juifs d'Égypte. Ce sont des romans, mais c'est important quand même à connaître, à lire, etc. Et puis il y a un travail qui a commencé à être fait par Toby Nathan, qui est aussi originaire d'Égypte, et qui va sortir un livre très important, là, la rentrée en septembre. Je ne sais plus chez quel éditeur, je ne sais pas si c'est Albin Michel, je ne crois pas. Non, c'est chez Stock. Putain, quelle erreur. Moi, je ne fais que des erreurs. C'est chez Stock. Donc il va sortir chez... Parce que je vois trop de monde à la fin. Donc c'est chez Stock, un livre très important, je crois, un gros livre, un roman, un mémoire, une enquête historique, etc. Et ça sort à la rentrée en septembre de Toby Nathan. Donc je vous conseille évidemment de regarder ça, bien évidemment. Alors sur les Juifs d'Égypte, c'est vrai que c'est très particulier, parce qu'il y a une influence occidentale européenne qui touche les communautés non musulmanes, pour aller vite, au sens générique. Je crois qu'il ne faut pas aussi, d'ailleurs, je fais comme ça des embardées, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'influence occidentale via l'Algérie, avec l'impact du décret Crémieux, vous savez, le décret qui naturalise les Juifs d'Algérie, et l'installation des missions laïques françaises qui vont exister dans l'ensemble du Moyen-Orient, du Maghreb et du Moyen-Orient, ce qu'on appelle les missions, et des alliances israélites universelles, les alliances, c'est-à-dire qui sont mis en place à partir des années 1860, 1880, etc., et qui sont chargés de diffuser, propager la culture française, la langue française, etc. Il y a tout un travail culturel, disons, français, qui va s'opérer, en concurrence d'ailleurs avec les Britanniques, bien entendu, qui eux aussi ont des visées d'expansion coloniale à cette époque-là, en direction de l'Égypte, bien entendu, qui est un pays très très important. On n'a pas le temps de détailler sur les aspects géostratégiques, etc. Mais cette concurrence entre la France et l'Angleterre, le Royaume-Uni, à travers l'expansion de leur domaine colonial en particulier, passe par la culture et la langue. Et ça, c'est une dimension très très importante. Et l'influence française, avant même, à mon avis, l'instauration du protectorat français au Liban et en Syrie, était déjà très importante au Moyen-Orient par l'intermédiaire des alliances qui touchaient, les alliances israélites, qui touchaient la communauté juive, et donc il y avait une influence française déjà, au niveau de la culture, de sa diffusion, etc. Donc on peut établir effectivement, pas des parallèles, mais des passerelles sur cette circulation et cette diffusion. Mais ceci dit, à la différence des Juifs d'Algérie, le phénomène d'acculturation, etc., n'est pas du tout du même ordre que ce qui s'est passé en Algérie. Ça n'a rien à voir.
hein, les Juifs d'Égypte, pour prendre un exemple, bon, naturellement, parlaient tous l'arabe jusqu'à leur départ, dans leur immense majorité, mais plus que ça, beaucoup plus que ça, ils avaient participé, pour certains d'entre eux, à la construction, disons, des partis nationalistes ou des partis communistes, je veux dire égyptiens en particulier, où ils ont joué un très grand rôle, hein, dans la formation des partis communistes, y compris dans des pays comme le Liban, etc. Enfin, je veux dire qu'ils avaient, disons, un investissement national interne, endogène, qui était très très fort, qui était très intéressant et très important, ce qui naturellement se voit aussi en Algérie, mais à la marge. Hein, c'est-à-dire que le nombre, disons, de juifs communistes en Algérie était bien plus réduit, hein, que ce qui pouvait se passer dans le reste du monde arabe, où ils avaient joué un rôle beaucoup plus important dans la politique, dans la littérature, etc. Ce sera la toute dernière question. Je me permets, vous avez donc parlé de Paul Agiac et de Toby Nathan, je me permets aussi de parler de Jacques Hassoun, qui a fait un ouvrage à la fin des années 80 sur les Juifs d'Égypte, remontant donc à l'histoire depuis l'Antiquité. Voilà. Il y a une dernière question de monsieur qui lève la main depuis tout à l'heure. Donc, oui, c'est Jacques Hassoun, bien sûr, qui est décédé il y a quelques années maintenant, qui est un ami et qui a beaucoup écrit, hein, Jacques Hassoun, sur ces questions-là et qui était psychanalyste. On peut aussi citer Teresa Tremisi, sauf que son histoire est un peu baroque. Oui, en fait, je vais poser une question qui concerne la démarche qui préside, enfin, aux conditions qui président à cette démarche, en fait, d'historien. Le fait vraiment que vous veniez de Constantine, donc il y a une particularité très très forte dans votre dernier travail, qui est une sorte de micro-histoire. Est-ce que, dans quelle mesure, justement, cette démarche, peut-être cette manière de faire de l'histoire, a dû avoir des effets sur votre travaux qui portent sur la guerre d'Algérie et autres aspects? Je vous remercie. Bon, c'est un travail personnel, hein, subjectif, mais c'est vrai que vous avez raison d'insister sur le fait que, dans le fond, j'ai toujours, depuis très longtemps, depuis presque l'origine, travaillé à partir, non pas simplement du collectif, c'est-à-dire du nous, et des structures générales, mais à partir du jeu, c'est-à-dire par exemple dans le travail biographique. Lorsque j'ai commencé à travailler en histoire, mon premier travail, c'est la biographie de Messali, bien sûr, c'était la biographie d'un homme. C'était pas l'histoire d'un parti, d'une société, d'une structure, etc. Et après, j'ai fait un dictionnaire biographique pour essayer de comprendre une société. C'est-à-dire j'ai travaillé à partir du jeu, c'est-à-dire J-E, hein, c'est-à-dire essayer de travailler sur les relations interpersonnelles, donc familiales, j'allais presque dire villageoises, au niveau des quartiers, au niveau des rapports personnels, humains, parce que je n'arrivais pas à comprendre, entre guillemets, le monde indigène. Au niveau des grandes structurations anthropologiques, sociologiques, etc. Il me fallait descendre. Parce qu'à l'époque, on terminera là-dessus parce qu'on n'a pas le temps, parce que là, ça nous renvoie 40 ans en arrière. À l'époque, mais ça, j'avais été aidé beaucoup aussi par le travail de Mohamed Arbi, bien sûr, qui avait initié tout un champ d'études qui a été très important pour moi. J'étais très jeune à l'époque. Mais parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi, par exemple, des gens qui avaient été des adversaires aussi importants entre eux, qui s'étaient combattus même physiquement, qui s'étaient même, j'allais presque dire, tués physiquement, pouvaient en fait se tomber dans les bras l'un de l'autre, ou pouvaient se parler tranquillement ensuite, ou pouvaient continuer à militer, à espérer, à vivre, etc. C'était un grand mystère pour moi. Et il fallait que je comprenne aussi toute la nature des relations beaucoup plus profondes que le strict lien politique, qui ne pouvait pas suffire, disons, à tout expliquer. D'où l'importance, par exemple, de mon dictionnaire biographique que j'ai fait en 1985. Donc vous voyez que le travail subjectif et personnel, ce n'est pas quelque chose d'entièrement nouveau chez moi. Alors je suis allé beaucoup plus loin cette fois-ci en travaillant sur moi-même. Alors là, je suis allé le plus loin possible, c'est évident, mais j'espère que maintenant je vais revenir à des choses plus larges. Voilà, je vous remercie à tous.